L'histoire du peuple Akan, appelé aussi Kaman, appelé aussi improprement les Hébriers en Côte d'Ivoire. Le peuple Akan ou Kaman est composé de 11 fratries ou 11 gotos. Ce sont les Bigans, les Bia, les Baguins, les Bobos, les Bagos, les Guépo, les Nyangons, les Songons, les Yopougon, les Nongwa et les Koué. Au jour d'aujourd'hui, je parlerai le cas des Bigans, appelés improprement les Hébriers d'Abidjan. Qui sont les Hébriers d'Abidjan? Les dépositaires exclusifs du patrimoine foncier, le plan d'eau lagunaire allant du Banco au canal de Vridi, le cordon littoral maritime et ses 3 lacs, Mbakre, lac Lalé et Labion, à Abidjan. Sont les Bigans, appelés aussi les Hébriers. Tous les Hébriers ne sont pas autochtones Bigans. Les Hébriers propriétaires d'Abidjan sont composés de 7 villages. Abidjan Kokodi, Abidjan Adjamé, Abidjan Agban, Abidjan Atekoubé, Abidjan Lokodro, Abidjan Anoumambo et Abidjan Santé. L'historiographie d'Abidjan. Abidjan n'est pas vide d'hommes quand les colons français s'emparent de la ville, bien que n'apparaisse nulle part la moindre mention des autochtones Bigans au moment où les autorités coloniales discutent le transfert de la capitale de la Côte d'Ivoire de Benjerville, appelée Alobé, en 1899, à Abidjan en 1934. Contrairement à une fable tenace reprise par maintes auteurs, le nom Abidjan, loin d'être une création française, est le nom propre du lieu où habitent les Bigans. Les colons avaient exproprié brutalement les Bigans à la fin du XIXe siècle pour construire la ville d'Abidjan. Aujourd'hui, leurs petits-fils revendiquent leur droit de propriété. Le problème est plus vieux que l'État moderne de Côte d'Ivoire. Les premiers colons français trouvent dans la région qui prendra plus tard le nom d'Abidjan l'endroit idéal pour s'installer. Elle est ouverte sur la mer. Seulement, elle n'est pas libre. Elle est occupée par un peuple appelé les Kamans, Hébriers. Ceux-ci résistent à l'injonction du colonisateur de déguerpir. Ils ont été expropriés, spoliés purement et simplement, sans compensation financière. Ils sont finalement chassés de force dans le courant de l'année 1898. Les Bigans, un sous-groupe du peuple Akan, appelé Hébriers, sont les plus grands perdants. La plupart des meilleures terres arrachées leur appartenant. Le ressentiment des Bigans est d'autant plus grand dans ce contexte qu'Abidjan, dont ils revendiquent la propriété, devient rapidement le poumon économique du pays, la Côte d'Ivoire. Il y a le port d'Abidjan, le plus grand d'Afrique de l'Ouest, le deuxième port d'Afrique après celui de Durban en Afrique du Sud. Il y a toute la zone industrielle tout autour de cette ville qui brasse des milliards et il y a des vastes plantations de cultures de rente.
La manne financière issue de tout ce business leur échappe totalement. L'injustice et le mensonge n'ont pas le dernier mot. La tribu Bigan sont les dépositaires exclusifs du patrimoine foncier, du plan d'eau lagunaire, du Banco jusqu'à Cana-Devridi et ses 3 lacs à Abidjan. Les Bigans ont simplement décidé de prendre leur destin en main parce qu'ils savent qu'un peuple qui n'assume pas sa révolte n'a pas besoin que l'on s'apitoie sur son sort. C'est regrettable, mais des fois, pour lutter contre le feu ou un feu de brousse, il faut allumer un autre feu pour empêcher et maîtriser l'avance des flammes. Le peuple Akan, en particulier, et la tribu Bigan, a été longtemps persécuté, méprisé, opprimé, rejeté, humilié, rabaissé, dénigré, accusé à tort, calomnié. Je dis à tous les ennemis et adversaires des Kamans, la justice divine aura bel et bien lieu sur cette terre d'Abidjan, fief des Bigans, car nos glorieux ancêtres angélisés reviennent pour nous justifier. Gloire, honneur, louange, puissance et force à notre Créateur adoré, Nyanka. Arrière-petit-fils des Bidjan, appelé Ébrié Abidjan, je vais vous révéler, je vais vous dire la vérité, rien que la vérité, dans la langue Akan, c'est-à-dire Anoumaouré. Il ne s'agit pas du passé. Si on considère que le passé est toujours présent, alors il ne s'agit jamais d'hier, mais toujours d'aujourd'hui. C'était hier, alors que le 19e siècle était en plein essor, un capitaine de vaisseau français appelé Houndaï suit la bordure maritime de la Côte d'Ivoire. Il est à la recherche d'un endroit pour établir un comptoir côtier. C'est durant ce voyage qu'il découvre une zone lagunaire idéale. Il y débarque et découvre les habitants des terres voisines du plan d'eau, le peuple Akan, une série de tribus et de villages vivant notamment la pêche et de l'exploitation des forêts. Y évoluent, dont les occupants sont les Bigans. L'explorateur demande l'hospitalité auprès des chefs qui acceptent de l'accueillir. Mais comme on a dit, il ne s'agit pas du passé. C'était hier et le 19e siècle expirait. La France, qui avait fait une colonie de la Côte d'Ivoire, décide de développer le comptoir, notamment d'y faire un port digne de ce nom ainsi que d'y construire un chemin de fer vers la Haute-Volta. Mais confronté à l'obstination des Bigans contre tout accord de cession de leurs terres, le pouvoir colonial chasse dès 1898 les habitants par la force et entame le développement de ce qui est désormais appelé la commune du plateau d'Abidjan. Au fil des ans, les colons ne manqueront pas de remarquer que, contrairement à d'autres peuples, les Bigans refusent systématiquement de signer toute autre cession de leurs terres ancestrales. Mais il ne s'agit toujours pas du passé. Aussi,
Était-ce hier, vers 1925, un Allemand du nom de Lachmann demande aux Bigan la permission d'exploiter le bois des forêts sur leur terre. Cohérents avec eux-mêmes, les chefs des villages, tout en accordant leur autorisation, refusent de vendre et donc de céder les droits de propriété. C'est ainsi que Lachmann pourra développer son commerce. Même après l'indépendance, et l'entreprise fournira du bois nécessaire à la construction de la nouvelle capitale administrative, Yamoussoukro. Et c'est en 1881, poussée par des difficultés économiques, qu'elle fermera. Ce faisant, les responsables de la société se permettront de vendre le terrain qui n'avait jamais été acheté et sur lequel ils n'avaient donc aucun droit. Ceci n'est qu'un autre exemple de la manière dont la capitale économique et politique de la Côte d'Ivoire a pu se développer par la négation sans relâche des droits des Bigans et par la spoliation systématique de leurs terres, tant pendant l'ère coloniale qu'après, puisqu'il ne s'agit pas du passé. Hier encore, en 1960, l'indépendance, le mot est entre guillemets, car nul n'ignore aujourd'hui que ce qui a été communément été appelé indépendance n'a nullement mis fin à la soumission, donc dépendance, des États et des peuples africains, en l'occurrence aux intérêts des anciennes puissances coloniales appelées depuis communauté internationale, pays occidentaux ou encore pays riches. Houphouët ne fera que poursuivre la tâche que lui avait confiée l'administration coloniale depuis 1946, à savoir la défense des intérêts stratégiques et économiques de la France, notamment en neutralisant les Bigans. Et ses trois successeurs n'agiront autrement. Conséquence, ce qui n'est pas loin de pouvoir s'appeler un nettoyage ethnique n'a jamais été pire qu'aujourd'hui. Il ne s'agit effectivement pas du passé. Parlons-en d'aujourd'hui. Aujourd'hui, alors que 8 des 10 communes d'Abidjan appartiennent au peuple Bigan et que l'activité principale de ce peuple est la pêche, tant les Bigans que ceux qui habitent dans la région périphérique, Songon, Benjerville, Agnaman, pratiquent l'agriculture et produisent des vivriers tels que bananes, plantains, ignames, taro, manioc, ainsi que des produits d'exportation tels que café, cacao, EVA, ananas, palmier à huile, noix de coco, bananes douces. Alors que ces communes produisent 85% des recettes douanières du pays, les Bigans sont systématiquement écartés de tout niveau politique, et économique, de décision et de pouvoir. Ils n'ont jamais vu un des leurs devenir ministre, ambassadeur, haut fonctionnaire d'une administration d'État, directeur d'une société d'État, officier de la marine, de la gendarmerie, de la police et même de l'armée. Des intérêts étrangers ont toujours primé sur les intérêts des habitants locaux, et ce, en violation systématique du principe de la libre administration des collectivités
territoriale consacrée par la Constitution ivoirienne. Les Biguans, à l'heure de la rédaction de cette introduction, sont d'ailleurs en train de préparer une plainte contre l'État ivoirien. Plainte qui sera déposée prochainement auprès de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme. Il ne s'agit toujours pas du passé. Car à partir de 2015, la situation s'est encore très gravement dégradée. Certes, Gbagbo n'était pas un enfant de cœur, mais il était ivoirien. Il n'était pas bête non plus et savait écouter quand il le fallait. Historien aussi, sensible à l'histoire des peuples, il a très certainement été alerté lorsque, malgré les pressions des Bolloré, Bouygues et autres Suez, et suite à des interventions médiatiques désespérées des Biguans, il a décidé de suspendre le scandaleux lancement du chantier de développement de l'île Boulé, un des plus beaux territoires ancestraux des Biguans. Cela n'a pas plu évidemment, comme d'autres atermoiements du président n'ont pas plu. La réaction des pouvoirs économiques franco-européens ne s'est pas fait attendre. Sous couvert de l'Organisation des Nations Unies, ils ont, par le biais d'un processus électoral manipulé par la violence, par une confusion entretenue et par des actions anticonstitutionnelles, renversé Gbagbo. Comme ils étaient incapables de trouver un Ivoirien pour le remplacer, ils ont pris un Burkinabé, Alassane Dramane Ouattara, un ancien gradé de la BCEAO et du Fonds monétaire international, et donc l'homme idéal pour faire avancer les projets démocratiques de la communauté internationale. Que ce soit clair, la mission de Dramane Ouattara est de permettre aux puissances économiques des anciens colonisateurs de continuer à faire main basse à bon gré, à bon prix sur le patrimoine et les ressources de la Côte d'Ivoire. Et, faut-il le répéter, il ne s'agit pas du passé. Aujourd'hui, par un système qu'ils appellent rattrapage ethnique, sous prétexte de vouloir protéger les minorités, ce président installe dans tous les rouages du système et à travers le pays ceux qui l'ont aidé à prendre le pouvoir. Le Nord a donc reçu le monopole de tout et toutes les autres régions du pays sont spoliées. Ce sont les gens du Nord qui se retrouvent partout et gèrent tout, alors que le Sud est très fortement frappé. Les Biguans se voient plus que jamais exclus, discriminés, harcelés et même agressés physiquement. La peur règne dans les villages. Entre-temps, après avoir bradé l'île Boulé au profit des Bolloré, Ouattara, qui refuse d'entendre les revendications légitimes des Biguans, accueille les bras ouverts celle du roi du Maroc en lui cédant la moitié de mon village Lokogro. Cette terre prêtée par les Biguans en 1925 à Lachman pour construire 7500 logements. Le roi, ne voulant pas attendre l'aboutissement d'une action en justice intentée par habitants locaux, arrachera les bornes du village, détruira les voies, démolira des habitations et clôturera sa part du village.
y faisant même planter le drapeau marocain. En généreux geste de compensation, il décidera, toujours sans attendre et sans consulter les intéressés, de procéder à un projet de restructuration de la filière artisanale de pêche dans le cadre du partenariat Sud-Sud, en lançant l'idée de la construction d'un petit port de pêche. Pendant ce temps, vivant sous la terreur, jetés à la rue, écartés des emplois publics et autres, les sous-citoyens bigans se voient encore et toujours privés du droit le plus universel et fondamental de décider de leur destinée. Et quand on parle de jeunes sans avenir aucun, vous comprenez qu'il ne s'agit pas du passé. Ce serait le moment sans doute de terminer cette introduction avec le copier-coller d'un proverbe africain. Mais inventons-en un pour l'occasion. La vérité est la lance qui fait du guerrier un homme debout. Simplement parce qu'il refuse de céder sous le mensonge, la menace et la contrainte. Le moindre grain de sable et la moindre goutte d'eau, parce qu'il revendique le droit de participer aux décisions politiques, économiques et sociales liées au territoire sur lequel il habite, parce qu'il réclame le droit de profiter de sa part de richesse produite sur des propriétés qui lui appartiennent. On veut mettre le guerrier bigan à genoux. Mais même à genoux, il aurait la vérité pour lui. Elle est ici, rassemblée dans ce livre, et personne n'est en mesure de la contester. Parce qu'elle est justement de cette vérité qui fait des bigans et fera toujours d'eux un peuple debout. Awokoutoan, autochtone d'Abidjan. Les bigans décidés à exister. Un important conflit foncier oppose les autochtones bigans, c'est-à-dire les Hébrides d'Abidjan, à l'administration ivoirienne. Les colons avaient exproprié brutalement les bigans à la fin du 19e siècle pour construire la ville d'Abidjan. Aujourd'hui, leurs petits-fils revendiquent leur droit de propriété. Le problème est plus vieux que l'État moderne de la Côte d'Ivoire. Les premiers colons trouvent dans la région, qui prendra plus tard le nom d'Abidjan, l'endroit idéal pour s'installer. Elle est ouverte sur la mer. Seulement, elle n'est pas libre. Elle est occupée par un peuple appelé les Akans ébriés. Ceux-ci résistent à l'injonction du colonisateur de déguerpir. Ils sont finalement chassés de force dans le courant de l'année 1893. Ils n'ont jamais reçu de compensation financière. D'ailleurs, il n'y en a jamais eu de négociation pour parler d'indemnisation. Les bigans ont été spoliés, expropriés purement et simplement de la totalité de leur patrimoine foncier et de leur plan d'eau lagunaire appelé improprement la lagune ébriée, et l'exploitation sans vergogne de leur domaine maritime à Abidjan. Depuis la colonisation en 1893 jusqu'à nos jours, il est patent de la marginalisation dont les bigans et les sudistes en général font l'objet
sur leur propre terre. Nous sommes des étrangers sur nos terres, comme des Indiens paqués dans des réserves, sauf que les États-Unis les aident à vivre. Il y a une politique d'apartheid à l'ivoirienne à l'égard des autochtones d'Abidjan, les Bigans. Tous les gouvernements successifs depuis l'indépendance en 1960 nous ont fermé les portes de l'administration centrale jusqu'à ce jour. Sommes-nous allergiques aux postes ministériels, d'ambassadeurs, de hauts fonctionnaires? Non. Pire, ils vont même méthodiquement tout faire pour ne pas avoir à composer avec nous. Aucune subvention, aucune fonction politique, aucun portefeuille ministériel depuis les indépendances, ni même aucun mandat local ou aucun poste de direction dans une société d'État. Sauf que en 2018, Ouattara, par l'intermédiaire d'Amadou Gon Coulibaly, a nommé 2 fils Bigans dans le gouvernement du président Alassane Ouattara. Pourtant, le port autonome d'Abidjan, implanté sur le domaine foncier des Bigans, rapporte 85% des recettes douanières au pays et représente 80% des sociétés commerciales et industrielles. Des services se sont installés sur la terre ancestrale de notre tribu. Aussi, 99% des institutions de la République de Côte d'Ivoire sont scotchées sur notre patrimoine foncier à Abidjan, ou le fief des Bigans. Mais la tribu Bigan ne reçoit aucun franc CFA de l'État ivoirien. Les Akians ou Ébriés ont offert leurs terres, leurs eaux, leurs forêts à la Côte d'Ivoire. Nous avons donné 2 capitales à Abidjan, la capitale économique et administrative, et avant Benjerville. Nous avons aussi donné notre patrimoine culinaire à Tiké et à Bojama. Nos plats sont devenus les plats nationaux. La plus grande réserve d'oxygène qui permet aux Abidjanais de survivre vient de la forêt Bango, appelée Banco. Cela est notre patrimoine, mais aussi un don des Bigans à la Côte d'Ivoire. Qu'avons-nous reçu en retour? Rien. Cependant, c'est dans un village akan appelé Akwedo qu'ils sont allés construire la plus grande décharge d'ordures d'Abidjan, voire du pays, pour nous remercier avec des maladies de toutes sortes. Aucune assistance médicale pour les habitants d'Akwedo, les autres villages akan riverains de notre lagune nourricière voient leur lieu d'habitation pollué et saccagé. Lorsque le chômage frappe les Akians, vers quelle terre doivent-ils se tourner? Ils n'ont plus de terre, mais sont forcés de vivre, ou plutôt survivre dans des villages bidonvilles. De toute façon, depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, on a mis dans la tête de chaque Ivoirien qui a quitté sa région pour venir à Abidjan que les autochtones ébriés sont des vendeurs de terre. Alors que depuis la colonisation jusqu'à la prise du pouvoir du président Houphouët-Boigny, d'Houphouët-Boigny jusqu'à Ouattara, aucun gouvernement en Côte d'Ivoire n'a apporté la moindre preuve pour dire que les Akians, appelés improprement les Ébriés, ont vendu la terre d'Abidjan au gouvernant de la Côte d'Ivoire.
Depuis les indépendances à aujourd'hui, aucune station d'épuration des eaux ménagères et des eaux en provenance des industries n'existe. Tout se déverse systématiquement dans notre réservoir nourricier qui s'enrhume tous et suffoque. Le poisson se fait de plus en plus rare et a même parfois le goût des hydrocarbures. Il y a peu, le navire Probo Koala, en provenance d'Europe, bourré de déchets hautement toxiques, a fait escale chez nous. C'est à étouffer des rancœurs et des récriminations. C'est la raison pour laquelle nous nous insurgeons déjà contre la transposition des laideurs de la civilisation autour des lacs Mbakre, Labion et l'Allier. Habitation, industrie, Avridi. Contrairement aux allégations de l'humoriste Adama Bitogo, non, Adama Daiko, tous deux d'origine étrangère, Adama Daiko d'origine malienne, l'un de ces Sahéliens envahisseurs, valets de la France, qui divague et propage à longueur de journée ce gros mensonge. Les Hébriers ont vendu leur patrimoine à Abidjan, ou bien la Côte d'Ivoire n'a pas de vrais autochtones et que ce territoire était à l'origine vide avant l'arrivée des colons français. Selon les descendants des Sahéliens importés par la France pour conquérir les zones forestières, les autochtones ne se soumettaient pas à la domination coloniale brutale et barbare de ces envahisseurs cruels. Selon cette logique, les Akans du Sud, du Centre et de l'Est, vous serez venus du Ghana. Le groupe Krou serait eux aussi venus du Libéria. Et les nordistes sénoufos, malinqués, sont des descendants des groupes mandingues et voltaïques. Tout le monde en Côte d'Ivoire serait venu d'ailleurs. Croyant ce mensonge, cela expliquerait pourquoi tous les Sahéliens du Sénégal, du Mali, du Niger, de la Guinée-Conakry et surtout le Burkina Faso se sont accordés le droit divin de soutenir la rébellion pour détruire la Côte d'Ivoire avec la complicité des ressortissants du nord de notre pays. Aujourd'hui, les fils et les filles indignes du Nord, manipulés par cette France hideuse, dévoreuse et braqueuse des richesses africaines, ont participé méthodiquement et de manière violente à capturer et à broyer les vrais autochtones de la Côte d'Ivoire, prétextant être victimes de l'ivoirité. Ils ont contribué à légaliser et légitimer la main basse de la France sur la Côte d'Ivoire. En retour, cette fille est née de l'Église chrétienne qu'est la France, moralisatrice des pratiques démocratiques au monde entier, les récompense en leur donnant quelques miettes de sa politique de gangstérisme, du banditisme et son lacin en terre ivoirienne. Nous les Bigans affirmons que notre fratrie n'a ni vendu de terre, ni une goutte d'eau de la lagune Ébrié à Abidjan, du moins le fief des Bigans. Aucun membre de la fratrie ne possède la moindre parcelle de terre dans les quartiers huppés des Cocody et du plateau. Non originel avant que
cette terre soit déclarée comme commune du plateau est un village Bigan Lokogro. C'est la terre du village Bigan Lokogro. Après son expulsion en 1898, les colons français ont fait même pas sur cette terre et ils se sont attribués des titres fonciers fictifs pour bâtir la ville blanche en donnant le nom commune du plateau. Je répète, aucun membre de la fratrie ne possède plus la moindre parcelle de terre dans les quartiers huppés de Cocody et du plateau, appelés Lokogro par les Bigans, dans les agglomérations de Treichville, Makori, Koumassi et Port-Boué. La France, qui a purement et simplement fait le hold-up sur la totalité du patrimoine foncier du village Bigan Lokogro, en changeant le nom originel et l'appelant désormais commune du plateau. Le village Lokogro, devenu plateau, est loué à la Côte d'Ivoire par la France à des milliards de francs CFA chaque année. Nous pouvons y trouver, par exemple, le palais présidentiel, l'Assemblée nationale, toutes les institutions de la République de Côte d'Ivoire, toutes les ambassades étrangères, tous les sièges des multinationales étrangères et tous les sièges des sociétés industrielles et commerciales, privées et publiques. Treichville, appelée Adougui, et sa forêt luxuriante Bété est une propriété exclusive de la tribu Bigan, prise en otage par la France. Elle est devenue le butin de guerre. Elle est titrée, morcelée et distribuée à titre gracieux aux valets coloniaux par l'administration coloniale. Les valets nationaux étaient les Malinké, les Sénoufos. Les Sahédiens sont les Sénégalais, Maliens, Guinéens, Mauritaniens, Nigériens, les Togolais, les Dahoméens et surtout les Voltaïques, aujourd'hui appelés Burkinabés. C'est pourquoi il n'y a pas de propriété Bigan à Treichville. C'est en 1903 que notre expropriation a commencé. La France, sur la totalité de notre patrimoine foncier, a pillé et exploité notre plan d'eau lagunaire. Et contrairement à eux, nous n'avons jamais eu recours à la violence pour revendiquer nos droits usurpés par les colons français. Sachez que, pour pouvoir mieux exclure les Bigans de la gestion de leur propre territoire, les pouvoirs politiques ont dressé les ethnies les unes contre les autres. Ils ont créé des pseudo-ethnies majoritaires, les Baoulés, les Bété et les Malinké, qui ont détenu hier et aujourd'hui, qui détiennent les hauts postes dans l'appareil de l'État et qui captent toutes les ressources à leur profit. Aucun peuple n'accepte d'être gouverné par des étrangers, alors que les maires et les députés élus dans les 8 communes d'Abidjan ne parlent même pas notre langue et ne connaissent ni nos traditions ni nos coutumes. De plus, depuis sa création jusqu'à ce jour, le port autonome d'Abidjan, la vache à lait de cette pseudo-république et des gouvernants successifs
a toujours été dirigée par les natifs des régions à milieu de la mer et de la lagune. La marine nationale, la gendarmerie du port, la douane sont la chasse gardée. Hier, des Baoulés du centre et aujourd'hui les Malinqués et les Sénoufos du nord. Quand nous dénonçons ces pratiques d'un autre âge, on nous jette à la figure que c'est la compétence. Entre nous, voyons les villages de ces compétents et les villages des sudistes pour se rendre compte de l'injustice majeure que l'on subit. Je répète une deuxième fois. De plus, depuis sa création jusqu'à ce jour, le port autonome d'Abidjan, la vache à lait de cette pseudo-république et des gouvernants successifs, a toujours été dirigé par les natifs des régions à milieu de la mer et de la lagune. La marine nationale, la gendarmerie du port, la douane sont la chasse gardée des Malinqués et les Sénoufos du nord, avec leurs alliés sahéliens. Quand nous dénonçons ces pratiques de notre âge, on nous jette à la figure que c'est la compétence. Entre nous, voyons les villages de ces compétents et les villages des sudistes pour se rendre compte de l'injustice majeure que l'on subit. Ces nordistes du nord et leurs cousins des pays sahéliens ont rempli l'administration centrale de la Côte d'Ivoire, de leur et ressortissants du Sénégal, Mali, Guinée, Niger, Togo, Burkina, sous le regard bienveillant et protecteur de leur déesse la France. Nos eaux sont polluées, souillées et sont aujourd'hui le prototype du crime contre l'environnement. Ici se conjuguent allègrement l'immaturité, l'ignorance, l'insouciance et la désinvolture des autorités ivoiriennes d'hier à celles d'aujourd'hui, en majeure partie étrangères, dirigées par Dramane Ouattara, le Burkinabé de service, candidat de la France qui a reçu sa nationalité ivoirienne et son passeport par l'intermédiaire du président sud-africain Thabo Mbeki. Depuis le début des démarches, des brigands qui sont allés frapper à toutes les portes en Côte d'Ivoire, y compris auprès de la délégation de l'Union européenne, qui nous a diplomatiquement conseillé de nous débrouiller sans cette hypocrite Europe. Ivoirité comme fonds de commerce pour déposséder l'ivoirien. Les écervelés aventuriers du Nord ivoiriens associés avec les descendants des Sahéliens nés en Côte d'Ivoire et les autres Sahéliens voisins à notre pays. Sénégalais, Maliens, Guinéens, Nigériens et Burkinabés. Ont l'outrecuidance de nous calomnier, diaboliser avec leur ivoirité.
et rattrapage ethnique pour nous dire qu'ils sont victimes de discrimination et d'exclusion. En ce qui concerne les Sénoufos et Malinké, nous ne voyons même pas la nette contribution au développement de notre pays, notre mère patrie, la Côte d'Ivoire. Dans les faits, les Ivoiriens des autres régions n'émigrent pas au nord. Cependant, la majorité de ces Djoula nous ont envahis. Leurs zones ne représentent même pas les 2% du PIB de notre pays. Ils sont les plus grands bénéficiaires des postes dans l'appareil de l'État central. L'administration ivoirienne, ils ont le monopole du commerce ainsi que des transports. Même la majorité des militaires marins viennent du nord. Pourtant, ils vivent à milieu de la mer et de la lagune. Tant qu'ils occupent les postes partout, il n'y a pas de problème. On doit les traiter comme des princes. Nous mettons au défi les Sénoufos et les Malinké et les Koyaka d'avancer des preuves irréfutables qui sont ostracisés, écartés et discriminés dans le reste de la Côte d'Ivoire. Du gouvernement d'Oufoué à Gbagbo, ils ont toujours occupé des postes ministériels et les plus hauts postes à responsabilité. Aujourd'hui, ils sont associés à leurs parents des pays voisins avec qui ils partagent les traditions et coutumes. Ils ont les mêmes patronymes. Ils ont en commun des noms patronymes. Ils nous traitent de mécréants et de kafirs. Mais ils ont tous fui la terre de leurs ancêtres au nord pour nous étouffer chez nous au sud, ainsi qu'à l'est, à l'ouest et au centre de la Côte d'Ivoire. Ils ont créé la rébellion pour nous massacrer, nous, leurs propres compatriotes ivoiriens, avec des prétextes imaginaires et fallacieux et inventés dans les officines du diable en Occident. Les nordistes sont des menteurs et des personnes sans foi ni loi. Ils jurent la main sur la poitrine au nom d'Allah, mais les actes qu'ils posent sont contraires à la dignité propre de l'homme. On ne coupe pas la main qui te donne à manger ou le sein qui te donne le lait. Ce sont des menteurs, des criminels endurcis. Hélas, 1000 fois hélas. Dans son livre « Fallait-il prendre les armes » en Côte d'Ivoire, Paris, L'Harmattan, 2003, le héros des nordistes, le justicier des Sénoufos, des Malinké et des Mandingues du Sahel, un certain Kigbafori Soro, soutenait alors d'avoir pris les armes parce que des gens du Nord sont regardés et traités comme des Ivoiriens de seconde zone. Car Laurent Gbagbo veut exterminer les musulmans et les étrangers venus des pays du Sahel, Sénégal, Mali, Niger, Guinée-Conakry et surtout du Burkina Faso. Rien n'a été fait au nord et pour le nord. La traîtrise des présidents Houphouët-Boigny et de Bédié vis-à-vis de leurs bienfaiteurs, les Kamans en général et les Bigans en particulier. En 1983, lorsque Emmanuel Diro, grand-mère d'Abidjan, a désigné Yamoussoukro comme capitale politique, les Baoulés ont déclenché l'alerte rouge
La mobilisation dans tous les azimuts pour faire obstacle au décret subjectif du pouvoir exécutif en vue de se prémunir du syndrome ébrié. Ça, c'est l'expression utilisée par les Baouré de Yamoussoukro pour signaler à Houphouët leur mécontentement, leur refus de faire de Yamoussoukro la capitale pour que les Baouré soient envahis comme leurs frères ébriés d'Abidjan. C'est leur propre expression dans l'édification de Yamoussoukro, la nouvelle capitale de notre pays. C'est pourtant l'un des leurs, Félix Houphouët-Boigny, premier président de notre pays, qui nous a estoqué puis exproprié en proclamant sa célèbre maxime: la terre appartient à celui qui la met en valeur. Ce sont deux groupes ethniques qui vivent sous le crochet des autres, mais pour garder leurs privilèges éphémères, vont faire des alliances sataniques avec les Occidentaux pour venir massacrer et sacrifier la vie humaine des Ivoiriens. Quel sacrilège! Les Sénoufos, les Malinquins et consorts nous défendent de mettre pied chez eux au nord. Mais ces mêmes énergumènes se pavanent chez les autres sans remords. Honnêtement, combien d'Ivoiriens d'autres régions possèdent des titres de propriété à Yamoussoukro, la terre sacrée des nobles Baouré, des Akoué? La terre des Baouré est la propriété exclusive des Baouré. De même pour les Sénoufos et les Malinqués. Le nord est la terre sacrée des nordistes. D'après eux, leur nationalité ivoirienne leur permet d'avoir la main basse, la même mise sur les richesses de tout le pays. Un jour, autour d'une table, tous ensemble, la vérité éclatera. Pour nous les Bigans, c'est cette même camisole, plus raide que par le passé, que tente de nous revêtir par la force et l'intimidation. Aujourd'hui encore, les décideurs étrangers, dont les amis extérieurs, ne s'embarrassent même plus pour imposer leur diktat. Ils suscitent une cohorte de propriétaires terriens à l'île Boulé, appelée Ngotroya par nos ancêtres, et sur le cordon littoral de Vridi, dans le dessein de nous fragiliser. Les patrimoines fonciers des Bidjans, les vrais dépositaires exclusifs d'Abidjan. Le cordon littoral, 18 000 hectares. Île Ngotroyago, appelée improprement île Boulé, 2100 hectares. La lagune Ébrié, 300 000 hectares du plan d'eau, dont 100 000 hectares exploités par le port autonome d'Abidjan. La rivière Bango, appelée Banco, les trois lacs Mbakre, Labion et Ladier à Vridi. Le lac Mbakre, la Cire et Petrosi siphonnent 5 millions de litres d'eau par jour pour exploiter pour l'entretien des installations, avec la complicité du maire de la commune de Port-Boué, et dont aucun dédommagement n'est versé aux propriétaires Bidjan. Les 8 communes propriétés des Bidjan, les autochtones d'Abidjan sont
la commune d'Adjamé, commune d'Atekoubé, composée de 3 villages Bigan, Agban, composée de 4 villages Bigan, Agban, Atekoubé, le Kogro, Santé, la commune de Cocody, la commune de Trècheville, commune de Makori, commune de Koumassi et commune de Port-Boué. Oui, à la fin de cet audio, je vais vous faire écouter le discours de l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, farouche opposant politique et idéologique de feu Houphouët-Boigny et de ses successeurs. C'était le 22 juin 2000 à Abidjan Adjamé, chef-lieu des Bigans, c'est-à-dire la capitale de la tribu des Bigans. Je vais vous faire entendre le discours que le président Gbagbo a prononcé ce jour-là. Puisque depuis le régime d'Houphouët jusqu'à la fin du mandat de Gbagbo, on a toujours prêché ce mensonge et que tous les Ivoiriens qui vivent sur la terre des Bigans à Abidjan nous jettent à la figure. Vous les Hébriers, vous êtes des vendeurs de terre. Vous vendez le terrain. Mais aucun gouvernement de Côte d'Ivoire n'a jamais produit un acte de vente ou un acte d'achat des terres d'Abidjan par les Bigans ou par l'État de Côte d'Ivoire. On préfère nous dépouiller et faire croire à la population que les Hébriers vendent les terres. Si les Hébriers Bigans n'ont jamais vendu un grain de sable, une goutte d'eau à l'administration coloniale, ce n'est pas les Ivoiriens qui ont fui les régions respectives, qui ont les moyens financiers pour venir acheter les terres chez les Bigans. On ne peut pas aller voir un petit jeune désœuvré qui va en cachette acheter et vendre la terre de son père, de ses oncles, de sa famille et mettre l'opprobre sur tout le peuple haïtien en général et les Bigans en particulier. Mais je vais vous lire le discours de Gbagbo et vous pouvez le faire entendre ou lui montrer si ce n'est pas une vérité. Puisque je suis descendant des Bigans, je ne dois parler que la vérité, rien que la vérité, au nom de mes ancêtres. Il faut que Dieu établisse sur la Côte d'Ivoire quelqu'un qui sera doux à ses yeux. Il faut que nous ayons un chef d'État digne de la confiance de ses citoyens et qui craigne Dieu. Mes parents sont pauvres, mais ils m'ont donné en héritage le courage, le christianisme et le socialisme. Dieu prend le petit nom pour glorifier les petits, mais pour glorifier son propre nom, il est allé prendre David derrière un troupeau de moutons pour en faire un roi. Dans cette église, en ce lieu précis, couvert de symboles, de prophéties, de prédilections, vous avez aussi dit, pour dire notre voix, pour affronter les incompréhensions, mais pour dire la voix de demain, pour que quand demain sera là, tout le monde sache que cela avait été dit. J'ai demandé à vous voir pour vous dire que notre combat est un combat de vision. Les Hébriers n'ont plus de terre. Comment faire pour que les gens qui vivent de la terre et de la pêche, lorsqu'ils perdent leur terre,
leurs lagunes à cause de l'avancée de la ville. Comment faire pour que ces gens-là puissent vivre demain? Il est impensable qu'on prenne leurs terres. Mais dans aucun pays civilisé du monde, cela ne se fait. Qu'on les transforme en quartiers urbains et qu'on regarde les gens et puis bon, qu'on les salue. Et puis, bon, il n'y a rien. On les salue. Mais il ne peut pas y avoir rien. Il doit y avoir quelque chose. En tout cas, chez moi, à maman, si l'on vient et qu'on prend mes terres et qu'on y construit des gratte-ciels, je ne crois pas que je vais rester sans rien dire et sans rien faire. Je vais au moins pleurer. Il est bon qu'on entende le cri des ébriers. C'est pourquoi je vais faire le tour des villages pour écouter comment les gens pleurent, pour les prendre en compte, pour que demain, nous puissions transformer ces cris en politique. Nous allons négocier avec eux pour résoudre le problème qui se pose. Il faut mettre en place une politique de compensation qui puisse donner satisfaction et au gouvernement et aux ébriers. Il faut laver la lagune parce qu'on lave l'eau. Il y a des gens qui pensent qu'on ne lave pas l'eau. Après, il faut empoisonner la lagune. Je veux qu'Abidjan conserve son âme et c'est vous, les ébriers, qui allez le faire. Puisque tous les Ivoiriens disent que Gbagbo connaissent très bien l'histoire authentique de la Côte d'Ivoire, posez-lui la question et demandez-lui si depuis le régime d'Houphouët-Boigny jusqu'à son dernier gouvernement, si le gouvernement de Côte d'Ivoire, le peuple haïtien est venu voir les pseudo-gouvernants politiques, de les indemniser financièrement. Parce que c'est une question. Quand vous prononcez le nom haïtien, ça veut dire les élus, les élites, ceux qui ont été choisis. Vous croyez que un élu ira voir un simple citoyen de lui aider financièrement? Nous n'avons jamais, nous ne pouvons pas être, parce que dans vos régions, dans vos villages, il y a combien d'Haïtiens qui vivent dans vos villages de l'ouest, du centre, de l'est, du nord? Tous les gouvernements successifs de la Côte d'Ivoire, depuis Houphouët en 1960 jusqu'à le gouvernement de Gbagbo, ivoirien, je ne parle pas de cet apatride burkinabé installé aujourd'hui à la tête de la Côte d'Ivoire. Aucun président de la République de Côte d'Ivoire a mis pied dans un village haïtien pendant son mandat. Parce que tous savent le crime dont le peuple haïtien est victime. Ils n'ont jamais eu le courage de venir dans les villages haïtiens pendant tout leur mandat. Même dans le gouvernement de Côte d'Ivoire, depuis 1960 jusqu'en 2018, il n'y a eu qu'un seul haïtien, Haïtien, qui a été nommé de manière éphémère ministre de la Jeunesse et des Sports. On prend soin de ne pas mettre les Haïtiens dans le gouvernement, dans chaque gouvernement, de peur que l'ébrier dans le gouvernement va dénoncer les pratiques mafieuses des gouvernements, des membres du gouvernement, parce que chacun est venu de sa région pour s'enrichir à Abidjan. Il prend le maximum possible. En conseil des ministres, devant un Haïtien, ils n'ont pas le courage de
de se regarder dans les yeux, et puis chacun dira, ah, moi j'ai 10 hectares, 20 hectares, j'ai 30 hectares Abidjan. Alors que aucun Abidjan possède une parcelle de terre dans les autres régions, dans les villages de chaque ethnie de la Côte d'Ivoire. À plus forte raison, dans le pays sahélien. Mais on s'organise, on préfère pratiquer la politique d'apartheid contre les autochtones haïtiens, appelés improprement les Hébriers, et travailler avec les étrangers, les pays voisins. L'essentiel, nous mangeons, vous mangez, mais sauf les autochtones haïtiens. Et tout Ivoirien qui a quitté chez lui pour venir vivre à Abidjan utilise l'expression « Ah, vous les Hébriers, c'est vous qui avez vendu vos propres terres. Si vous vivez comme ça, c'est vous-même qui avez fait ce choix. » Ah oui, vous avez les moyens financiers pour acheter, vous êtes tellement riche que vous abandonnez vos villages, vous abandonnez vos régions respectives pour venir rester tout le temps à Abidjan. Il y a combien d'Haïtiens, il y a combien de Abidjans sont dans vos villages ou sont dans vos régions. Sachez une chose, qu'un moment, le moment vient. Et un jour arrive, nous allons nous asseoir dans ce pays-là. On va se regarder, les yeux dans les yeux. Et chacun va dire ce que lui et son ethnie, lui, ce que sa région apporte à la Côte d'Ivoire. Et nous, le peuple haïtien, et les peuples sudistes en général, nous allons dire ce que nous apportons à la Côte d'Ivoire. Parce que créer une société, quand un actionnaire apporte 5% ou 2%, il n'ose pas l'avoir pendant le conseil d'administration. Parce que l'actionnaire qui a donné 50%, 60% pour créer la société, c'est lui qui hausse le ton. Parce qu'il achète tes 2% d'actions, tes 5%, tes 10%, et puis il te fout dehors. Alors, quand vous voyez que 85% des recettes de l'État de Côte d'Ivoire proviennent de l'exploitation des terres du peuple haïtien, et 90% du district d'Abidjan et de la région des lagunes, on ne peut pas nous traiter, on ne peut pas pratiquer une politique d'apartheid à l'ivoirienne contre les autochtones d'Abidjan, en particulier, et les Akans du Sud en général. Dans les autres vidéos qui vont suivre, je rentrerai plus en détail. Et chacun va connaître sa place dans cette pseudo-république appelée Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Bidjan Hippo, c'est-à-dire le fils Bidjan, dans la langue haïtienne. Merci.